C'est ce que je vais vous proposer d'abord à travers des photographies d'André Chabot. André Chabot est un athée convaincu parisien avec des idées assez anarchistes et il pratique la photo dans les cimetières depuis des années. Il accumule une documentation invraisemblable de photos de cimetières, surtout en Europe, en Asie et en Amérique, très peu en Afrique, mais je peux comprendre parce que les cimetières, dans la plupart des pays, n'ont pas une configuration avec des monuments, parce que ce qui l'intéresse, c'est les monuments, c'est la figuration, les sculptures, les symboles. Et avec la galerie Coma à Mons et la Maison de la Culture, nous éditons quasi tous les ans une plaquette de photos sur un thème. On a fait la première, c'était sur les moustaches. Parce que les cimetières, c'est quand même un lieu vachement masculin. Si vous regardez les tombes, c'est tout à fait évident. Mais il a fait également des reportages sur la représentation des animaux, sur les soldats et les officiers. Donc, le prochain qui paraît la semaine prochaine, c'est sur une variété de formes de croix. Donc, et l'un des ouvrages portait sur les tombes de libres penseurs. Et donc je me suis vraiment fié à sa sélection pour faire la première partie de cette déambulation que je vous propose. Puis on va faire une focale sur la Belgique, et un peu comme le Luxembourg qui est souvent oublié, la région de Tournai est quasi toujours oubliée. Il faut savoir que la Wallonie va de Liège jusqu'à Mons et s'arrête à Mons. Et on est au-delà de Mons. Donc, moi je suis un militant wallon, je suis aussi un militant de Tournai, pour dire que Tournai existe avec Moucron et Comines. Comines, c'est encore plus oublié. Hein, donc, notre petite île francophone en Flandre, là, c'est... quelquefois, elle est même oubliée sur les cartes de Wallonie. Donc, et alors, on fera une étape finale, et vous verrez que c'est une feuille égarée dans un cimetière. Alors, vous verrez que ma conférence est beaucoup moins sérieuse que la précédente. Elle est plus impressionniste, elle est quelquefois un petit peu poétique aussi. Mais je crois que, comme la maison tournaisienne qui a pris un nouveau nom, puisque l'ancien musée de folklore est devenu le musée de folklore et des imaginaires, la part création artistique, pour moi, est aussi importante à évoquer quand on fait des approches ethnologiques, parce que c'est la dimension de l'indicible pour moi. Donc, peut-être un petit peu vous raconter comment ça se fait que je me suis occupé des cimetières. Je me suis occupé des cimetières suite à la découverte d'une tombe à Ramcroix, qui est un tout petit cimetière dans la région tournaisienne, un obélisque d'un libre penseur. Et puis on a fait un article sur cette tombe, et puis je me suis dit, tiens, je vais commencer à m'intéresser au cimetière de Tournai. Le cimetière de Tournai a une particularité, c'est qu'il date de 1784, donc à l'époque de l'édit de Joseph II, qui interdit les inhumations dans les villes et dans les bourgs. Et donc ce cimetière s'est agrandi progressivement. Il fait aujourd'hui 7 hectares et comporte 30 000 concessions. Donc autant que d'habitants au centre-ville. C'est assez intéressant. Ben voilà, c'est magnifique. On veut la fin de notre histoire. Et alors donc, dans le cadre de Présence et Action culturelle, un mouvement d'éducation permanente, j'avais organisé deux visites du cimetière du Sud où il y a eu un monde fou. Et
comme d'habitude, quand je traite d'un sujet, j'aime bien passer à un sujet suivant. Comme ça, j'ai traité des sgraffites, des gratte-pieds, des empêche-pipi. Les empêche-pipi, donc quand vous avez le malheur d'avoir une façade qui forme un coin en pleine rue, vous avez les hommes qui ont tendance à s'oublier. C'est désagréable, il y a des traces, il y a des odeurs, et donc une façon de remédier à ce problème est de construire dans le coin, avec des matériaux de récupération, un cône. Ce qui fait que si l'homme impénitent retourne et qu'il urine, il aura tout sur les bas de pantalon et les souliers. Donc, il y en a partout. À Tournai, il y en a 24 ou 25, mais il y en a à Mons, il y en a à Paris, il y en a à Venise, ça c'est la ville où j'en ai vu le plus, mais il y en a à Marrakech, très intéressant, avec du carrelage sur le cône. Et donc, j'ai eu le plaisir de commettre 2 ouvrages sur le sujet. Le premier a eu un succès incroyable, d'où une seconde édition plus enrichie. Et aujourd'hui, le terme empêche-pipi, qui est un terme que j'ai inventé, est repris par la région wallonne. Et dans le petit patrimoine, vous pouvez classer des éléments empêche-pipi dans les communes. Donc c'est une aventure, c'est magnifique, et je reçois encore régulièrement des photos d'empêche-pipi. Le vrai nom, c'est protège-coin. Le problème, c'est que si vous allez sur l'ordinateur et que vous mettez protège-coin, ben, vous aurez essentiellement des mousses à mettre au coin des meubles pour que les enfants ne se blessent pas. Donc, à la Xème page, vous aurez la bonne définition. Donc, tandis que si vous mettez empêche-pipi, vous trouvez tout de suite la solution avec l'illustration. Voilà, vous voyez, on peut... Et c'est une démarche que j'ai voulu scientifique, donc j'ai fait toutes les rues de Tournai, j'ai pris les dimensions, j'ai fait une typologie, donc il y a moyen de faire un travail sérieux avec un sujet qui l'est un peu moins. Voilà. Donc, nous allons commencer ce périple avec la tombe de Gaetano Bresci, donc qui est né en Italie, qui a été en contact avec les milieux anarchistes italiens, puis il ne trouvait pas de travail, il est parti aux États-Unis, où il a également noué les contacts avec les milieux anarchistes américains. Puis arrive, vous verrez que la mémoire des dates, ce n'est pas mon fort, en 1898, il y a le général Bava Beccari, qui, pour mater une révolte populaire en Italie, fait tirer les soldats, et le roi d'Italie va le décorer ensuite pour cet acte de bravoure. Et donc, Gaetano Bresci va être tellement outré de cet acte, à la fois la tuerie et à la fois l'acte du roi d'Italie, qu'il va revenir en Italie pour tuer le roi. Il va aller en prison, et 1 an plus tard, on va le retrouver pendu dans sa prison, dans sa cellule. Donc, voilà. Alors, la tombe... Faites ici à droite. Oui. Oui. Tac. Voilà. Et alors, peut-être barre d'espacement pour que ça s'arrête. Ah, oui. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Donc c'est la tombe de Jean-Baptiste Clément, parolier et journaliste. La chanson date de 1866 et donc d'avant la Commune, parce que beaucoup pensent que ça a été écrit à l'occasion de la Commune. C'est pas vrai, c'est antérieur. Il va devoir avoir refuge en Belgique, et c'est à ce moment-là, en 1867, qu'il écrit en Belgique Le temps des cerises. Il revient à Paris, il est emprisonné, il va être actif au sein de la Commune, et il va participer à la création
du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. En 1898, à 62 ans, il est initié à la franc-maçonnerie et il y aura donc 5 ans plus tard entre 4000 et 5000 personnes lors de ses funérailles au Père-Lachaise. Alors toute sa vie, il aura été surveillé par la Sûreté nationale et son dossier, la dernière pièce dans son dossier remonte à 1963. Donc il y a eu un dossier ouvert à son nom à la Sûreté nationale et donc c'est 60 ans après sa mort qu'on a clôturé son dossier. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et il s'en faut commencer par des coups de pied, et s'il faut commencer par des coups de pied au cul, il ne faudrait pas oublier que ça descend dans la rue les anarchistes. Donc là, c'est simplement... ah oui, j'ai oublié la barre. Bon, Karl Marx, à Londres, monument où sa tête prend une place prépondérante. Louise Michel, et si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l'homme. Louise Michel. Donc c'est la fille naturelle d'une servante. Elle est très vite acquise aux idées féministes. Elle participe à la Commune. Elle sera déportée en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'empêchera pas de poursuivre sa militance. C'est surtout là-bas qu'elle va développer ses positions anarchistes. Ça sera la première femme, la première personne à arborer un drapeau noir pour signifier son adhésion à l'anarchie. Elle sera franc-maçonne également et elle participera bien entendu à la Commune de Paris. À Paris. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère. C'est l'éruption de la faim, du passé, faisons table rase. Donc, Eugène Pottier, qui était né à Paris, qui est décédé, qui participera à la première internationale, qui sera également actif au sein de la Commune, et donc vous verrez que c'est vraiment un point commun de beaucoup de défunts qui ont été photographiés par André Chabot, qui sera condamné à mort, qui part aux États-Unis, où il se fera initier dans une loge. Il participe au Parti socialiste d'Amérique. Et en 1887, donc l'année de son décès, il y a la publication de ses premiers chants révolutionnaires dans lequel il y a l'Internationale, mais on n'en parle pas tellement, sauf que Charles Le Gros remarque le texte et le communique au Parti ouvrier de Lille, et le maire de Lille va demander à un compositeur de le mettre en musique. Donc ça, c'est toute l'histoire de la chanson d'Internationale. Très discret là. Jacques Prévert, qui fera partie d'un groupe de théâtre prolétarien qui ira d'usine occupée en usine occupée jouer des pièces de théâtre, et c'est un poète qui reste d'une très belle actualité. Proudhon,
journaliste et philosophe, que l'on peut considérer comme le précurseur de l'anarchie, qui devient ouvrier typographe. Et c'est là que, dans l'atelier de typographie, qui va apprendre en autodidacte le latin et le grec, et c'est là aussi, assez bizarrement, qu'il sera amené à faire les corrections du Nouveau Monde industriel et sociétaire de Charles Fournier. Et donc, il se rapproche de Marx pendant tout un temps, et puis il va y avoir vraiment de fortes dissensions entre eux, et en 1847, il adhère à la franc-maçonnerie. Lors de la révolution de 1848, il était élu, et il a des ouvrages anticléricaux. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, vous voyez un monument tout simple, avec la lame et la stèle, sans aucune référence. Là, le couple reste ensemble jusque dans la tombe. Jules Vallès, donc journaliste, écrivain, politicien d'extrême gauche, il participera à la création du journal Le Cri du Monde. Il est élu à la Commune lui aussi. Il est considéré comme socialiste de la tendance anarchiste et il va fonder le club républicain de la Jeune Garde de Bretagne et de Vendée qui organise la première manifestation pour l'abolition de l'esclavage. Et lui aussi est considéré comme anticlérical et pacifiste. Ça, c'est pas terrible comme tombe. C'est la tombe de Boris Vian. Alors lui, quand on lit sa biographie, ça c'est vraiment... il est écrivain, il est parolier, il est chanteur, il est critique musical, il est trompettiste, il est peintre, il est collagiste. Il a tout fait. Il est ingénieur à la base. Et c'est vraiment... Et c'est l'un des tout grands défenseurs du jazz en France, qui a vraiment fait tout un travail de la promotion du jazz. Et durant sa carrière, il a utilisé 30 pseudonymes différents, dont le fameux, quand il écrit « J'irai cracher votre tombe », Vernon Sullivan. Donc, là aussi, d'ailleurs, il s'inspire de musiciens de jazz pour créer son nom, parce qu'il veut avoir une écriture à l'américaine. Et bien sûr, un petit clin d'œil à Voltaire. Non, c'est juste avant. Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance. Il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Alors ça, c'est un petit passage sur l'anarchie, donc des tombes. La première, c'était à Cannes, l'autre, c'est à Paris. SOS Laïcité, c'est également à Paris. Le vice-président de l'Union mondiale, ni Dieu ni maître. La libre pensée, c'est une plaque toute simple, c'est au cimetière de Lille. Que maudits soient les rois et les prêtres sur la tombe de Sablé. Voilà. Alors, ça c'est par rapport au travail de reportage d'André Chabot qui montre un petit peu différentes tombes qu'il a repérées dans ses nombreux périples. Et puis nous allons faire une focale sur la Belgique et la région de Tournai, avec comment exprime-t-on ces idées de libre penseur, de laïc, d'athée, sur les tombes dans nos régions. Ouais, c'est bien ça.
La manière la plus courante dans la région de Tournai pour exprimer la laïcité, ce sont les deux mains unies, expression de la solidarité que l'on retrouve sur certains drapeaux de l'ULB, que l'on retrouve sur pas mal de documents et de drapeaux des mutualités et des syndicats. Et donc, ce sont logiquement deux mains d'hommes dépourvues de l'alliance. Pourquoi je dis dépourvues de l'alliance? Parce qu'on aura le même symbole avec la croix. Là, la main supérieure est généralement toujours la main d'une femme dont le poignet se dégage d'un chemisier, et de l'autre côté, on voit une main avec des doigts plus gros et qui se dégage d'une manchette. Et donc ça signifie que la mort ne vient pas rompre les liens du mariage. Et la femme porte à l'annulaire l'alliance, la bague ronde en or, qui symbolise le fait que le lien du mariage est fait pour l'éternité, puisque l'alliance, c'est le cercle, l'éternité, la forme qui n'a ni début ni fin, et c'est le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et donc, là, ici, on a le bel exemple du symbole vraiment de la laïcité, c'est dans le cimetière de Ramecroix. Alors ces deux cimetières, c'est Gorin et Ramecroix, ce sont deux communes qui ont fusionné avant la fameuse loi de 71 de la fusion des communes, et ce sont des communes socialistes qui avaient une section du POB qui soutenait le cercle de libre pensée. Et dans ces deux communes, on a un nombre très respectable de tombes, je dirais, en proportion plus importante que dans d'autres villages, certains villages où c'est complètement absent, on n'a que des croix, quoi. Donc, voilà un petit détail sur la main. Ici, vous voyez donc une tombe, comme je dis toujours, le prêt-à-porter mortuaire, avec des granites qui viennent du monde entier. Et vous voyez que là, on a apposé deux mains fondues dans le bronze. Dans le même cimetière, de nouveau, une tombe de la libre pensée. Également dans le même cimetière. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une juxtaposition de deux symboles pour exprimer la libre pensée. C'est les deux mains unies, ou alors une composition de pensée, ou une pensée unique. Et donc là, c'est la référence à la fleur qui a 5 pétales, référence à la tête et aux 4 membres, donc la représentation de l'homme pensant, de l'homme qui peut prendre de la distance par rapport au dogme. Et en dessous, vous avez une succession de 5 roses, 6 roses art déco, et les roses symbolisent l'amour familial, l'amour filial, et donc très présent dans les cimetières. C'est le symbole qui a eu la plus longue durée de vie parmi les symboles caractéristiques du XIXe siècle. Voilà, donc là vous avez la tombe en entier, Gabriel Verdebout. Les Verdebout, c'était vraiment une famille de libres penseurs bien établis à Gorin, et qui va venir ensuite à Tournai. Ils vont participer à la direction de l'école des textiles, une école provinciale dont on va chercher un directeur libre penseur à Verviers pour diriger l'école, et il va s'entourer de toute une équipe où également les libres penseurs. Dans l'enseignement provincial en Hainaut, la part des libres penseurs n'est pas négligeable. Le troisième symbole que l'on va voir est beaucoup plus caractéristique de la région liégeoise, Verviers, oui, ce sont les flambeaux retournés. À Tournai, nous avons énormément de flambeaux retournés, mais généralement, ils se retrouvent avec la croix.
Dans ce cas-là, le flambeau symbolise la vieillesse, donc c'est le corps de la personne âgée, corps duquel s'échappe la flamme, l'âme, au moment du décès. Mais j'ai la capacité de redresser le flambeau pour ranimer la flamme. Et donc c'est un symbole de résurrection. Mais dans la région de Liège, on va trouver énormément de flambeaux retournés ou droits, avec un phylactère libre pensée. Et donc là, c'est le symbole de la flamme, la lumière dans la nuit, la lumière qui nous éclaire par rapport au dogme. Mais vous voyez, dans la région de Tournai, on ne va pas utiliser ce symbole-là, on va utiliser les deux autres. Et à Liège, j'ai vu beaucoup moins de mains unies, j'ai vu beaucoup plus. Et donc, on a des variantes régionales pour exprimer son adhésion à la libre pensée. Très beau, hein, sur l'arête d'un monument. La flamme est très vive. Alors, nous avions un bourgmestre socialiste à Tournai, catholique. Il n'en faisait pas, on ne le voyait pas à la messe, mais vraiment fondamentalement catholique. Il va se faire d'ailleurs enterrer religieusement. Mais il se fait que comme bourgmestre, il était régulièrement invité à des funérailles de libres penseurs, des funérailles laïques, des funérailles de gens qui n'ont pas de conviction précise, et ça se faisait directement sur la pelouse de dispersion des cendres, sans aucune protection. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en Belgique, il pleut de temps en temps. Et donc, très vite, il a dit, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour toutes ces personnes qui ne désirent ni passer par l'Église, ni par le Temple. Et donc, on a eu une application de sa volonté, et on a lancé un concours auprès d'architectes qui ont dû imaginer un espace d'adieu. Et donc, c'est un espace, vous voyez, qui est équipé avec des bancs. Ici, on a un pupitre pour la prise de parole. Derrière, on ne le voit pas, on a un genre de grand banc sur lequel on peut mettre le cercueil, donc au cas où on fait une cérémonie avant le départ pour le crématorium. Et quand on revient du crématorium, on a une petite tablette sur laquelle on peut mettre l'urne. Donc, c'est un espace et les murs sont faits avec, c'est pas des bambous, c'est ces fameuses plantes qui se répandent partout et qui... Bambou, ben oui. Et donc, quand on s'explique avec l'architecte est un libre penseur, il explique que lui, il a voulu signifier la naissance au moment de la mort. Et donc, on a un immense placenta avec ici un bassin qui récolte l'eau de pluie qui se répand dans le sol. Et donc, il a voulu associer mort et naissance à travers une structure qui permet de faire une véritable cérémonie avec un rituel auquel les familles peuvent avoir leur propre rituel, ou ils peuvent faire appel à la Maison de la Laïcité qui a développé un service à la fois par rapport au parrainage, par rapport au mariage et par rapport aux funérailles. Alors ça, c'est une tombe qui est assez intéressante. C'est dans un tout petit cimetière aussi, cimetière de Vezon, où on a le couple avec, à gauche, les mains unies d'Alfred Dufour, qui exprime bien sa libre pensée, et son épouse, qui, elle, est restée catholique, Rachel Clément. Et ça, c'est le très beau monument par lequel j'ai commencé ma passion pour les cimetières.
Donc nous avons, je vais vous lire, monument, donc ce qui est écrit, monument élevé par souscription publique à la mémoire de François Brunin, inhumé le 27 janvier 1911, exhumé le 20 janvier 1912, un an plus tard, en réparation de l'outrage fait à sa dépouille mortelle par l'intolérance cléricale. Donc, François Brunin, qui était un libre penseur, décède. Il a bien dit à sa famille qu'il ne voulait pas passer par l'église. Il ne passe pas par l'église. Et ils arrivent avec le convoi au cimetière. C'est à ce moment-là qu'on décadenasse les grilles du cimetière et on ne le met pas dans la concession qu'il avait demandée, mais il y a une seule fosse qui est creusée, c'est du côté des réprouvés, le trou aux chiens. Et donc, il est inhumé là. Aux élections suivantes, quelques mois plus tard, renversement de majorité, et la nouvelle majorité socialiste transfère le corps, et la Société de libre pensée lance une souscription pour ériger cet obélisque. Donc l'obélisque, c'est le premier objet que le premier rayon de soleil dans la mythologie égyptienne a touché. Donc c'est l'apparition de la vie, mais quand il y a la vie, il y a la mort. Et vous voyez que l'obélisque est en plus surmonté d'une urne drapée. Donc là aussi, c'est la revendication par rapport à l'incinération à une époque où les libres penseurs qui veulent se faire incinérer partent à Paris ou aux Pays-Bas, parce que ce n'est pas possible de le faire en Belgique. Donc, voilà, magnifique monument. Tous ces monuments dont je vous parle font partie de la liste de préservation. Donc, on est certain que ces monuments ne vont pas disparaître. Là, c'est un obélisque tronqué, de nouveau avec une urne surmontée cette fois-ci de la flamme. La flamme, c'est la vivacité du souvenir. Il suffit de penser à la tombe du soldat inconnu à Bruxelles, où il y a une flamme qui brûle en permanence. C'est le souvenir de toute la population pour les victimes de la guerre à travers le soldat inconnu. Et vous voyez que l'obélisque tronqué est décoré d'une pensée. Et donc, il est écrit sur le socle à Louis-Henri de Vallée, 2 mai 1857, 12 septembre 1921, époux de Dame Marie Auvigne, 27 juin 1857, 20 mars 1925, le cercle de propagande anticléricale et ses amis. Alors là, on se retrouve au cimetière du Nord à Tournai, sur la tombe où l'épitaphe indique la libre pensée tournaisienne à son président regretté, Joseph Guissen, directeur de service honoraire au chemin de fer de l'État, décédé à Tournai le 1er mai 1908 dans la plénitude de ses convictions philosophiques. C'est une des formules que l'on retrouve régulièrement dans les convois funéraires de notre presse quotidienne. C'est souvent lié à la franc-maçonnerie. Et effectivement, si on regarde ce monument, il y a 3 symboles. Au-dessus de l'obélisque, la pensée. Au centre, le compas et l'équerre entrecroisés avec l'étoile à 6 branches. Et en dessous, les flambeaux retournés enrubannés. Et donc vous voyez que c'est un peu contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve très peu les flambeaux retournés du côté de Tournai pour la libre pensée, mais il faut se souvenir
qui provient de Verviers. Donc il est venu avec les traditions de Verviers d'exprimer la libre pensée par les flambeaux retournés, et ils sont superbes. Hein. Et voici une tombe qui me touche très fort, c'est un obélisque tout simple. Ici repose le corps d'Alexandre Vivequin, décoré de 1830, donc il a fait partie des combattants qui se sont rendus à Bruxelles, né à Tournai le 25 mars 1814, ça veut dire qu'il est parti manifester à Bruxelles quand il avait 16 ans, mort en libre penseur le 5 février 1880. Ça, c'est vraiment une affirmation claire et nette. Et je terminerai ce petit périple par une feuille. Alors, Jean-Claude Saudoyer est un artiste qui est installé à Quevaucamp, dans l'entité de Belleuil, et il avait réalisé cette sculpture pour une exposition, encore une fois, du PAC à Binche dans les années 80. Et il y a quelques années, je suis dans son atelier, je regarde la sculpture et il me dit, cette sculpture, si tu l'aimes, elle est à toi. Et d'emblée, mais sans réfléchir, je lui ai dit, si elle est à moi, j'en fais ma tombe. Et donc nous avons été choisir un espace au cimetière du Sud. Lui m'a proposé de construire une petite chape en béton pour installer cette sculpture. C'est une sculpture à laquelle moi je tiens très fort parce qu'elle symbolise aussi un peu mon histoire. Moi je suis aujourd'hui tournaisien, même si on ne devient jamais tournaisien, mais je suis originaire d'Écossignes. Et cette pierre, c'est la pierre, le petit granit, caractéristique de Feluy, Arquenne, Écossignes, Soigny et Mafle. Donc c'est vraiment un banc de pierre. Et donc ça symbolise aussi ma région d'origine. En plus, mes parents sont tous les deux décédés. J'ai repris une partie des cendres qui sont à l'avant de la feuille. Et pour être certain de ne pas être... Et j'ai pendu la crémaillère. Quand elle a été installée, j'avais invité une petite centaine de personnes qui sont toutes venues. Et j'avais proposé à 5 personnes des prises de parole. J'avais proposé Colette Nice-Mazur, poétesse, qui a écrit un tombeau, qui est une forme de poésie. Françoise Lison, qui avait également écrit une fiction. Jean-Pierre Denève, de la galerie Coma, celle avec laquelle on édite les plaquettes. Et lui, il me connaît depuis que j'ai 14 ans, donc il a raconté plein d'anecdotes sur ma vie. Et enfin, il y avait André Chabot, le photographe, ainsi que Otto Gans, dit aussi Xavier de Florem, Monsieur Cimetière Wallonie, qui ont, eux, tous les deux, ont fait ma propre oraison funéraire. Et ils ont dit qu'ils étaient incapables d'écrire une autre au cas où il m'arrivait quelque chose entre-temps. Voilà. Et je vais vous lire parce que il y a un peu d'émotion. Pour moi, cette feuille sera tombée de l'arbre qu'aura été ma vie, avec des branches représentant mes différents engagements professionnels et militants, dont celui en faveur de la libre pensée et de la laïcité. Heureusement pour vous, aujourd'hui, pour moi demain, la feuille est encore accrochée provisoirement à l'arbre. C'est là que mes cendres reposeront à l'ombre de ma conscience. Merci beaucoup pour toutes ces émotions et pour avoir pu rebondir malgré les problèmes techniques du début. Merci à mon technicien. Oui, il a disparu. Voilà, je vois qu'il est... non, c'est pas cette heure-là, je crois qu'il reste 20 minutes. Donc s'il y a quelques questions peut-être à propos de cette conférence-ci, puis j'ai 2-3 petits mots de conclusion, vraiment pas grand-chose, étant donné le temps qui reste. Et alors, je crois qu'il vaut mieux terminer par une ou l'autre réflexion qui viennent de la salle et non pas de moi qui
qui en a demandé de présider l'après-midi. Donc, s'il y a d'abord des questions pour cette dernière conférence. S'il n'y en a pas, ça fait rien. C'est la question, c'est juste une courte réflexion que je voulais partager. En fait, on a un petit village dans le sud du Luxembourg qui s'appelle La Tour. Et il faut savoir qu'à l'époque des premiers païens, au XIXe siècle, le curé de La Tour, contre l'avis du conseil communal, avait fait ouvrir une porte qui était la porte des mécréants pour le cimetière. Parce que l'entrée du cimetière était surmontée d'une croix. Donc le bourgmestre a vu les choses, a fait reboucher le mur, et jusqu'il y a encore quelques années, eh bien, on voyait deux marches dans le cimetière, mais qui donnaient sur le mur. Donc on dit que le mécréant, on ne retrouve pas. Une autre question ou une réflexion? Ah, voilà. Oui, je viens de me rappeler qu'on a vu à Bazec une tombe tout à fait explicite, qui était assez étonnante, qui était une tombe qui est patronnée par la section locale du Parti communiste, avec tous les insignes. Donc, effectivement, à notre camarade regretté, là, on n'a aucun doute sur le sens des symboles. Mais je me pose des questions par rapport à tous les symboles dont il a été question ici, comment est-ce qu'on est arrivé à leur donner une signification aussi précise? Je veux dire, quand je me balade dans un cimetière et que je vois des symboles comme ça, je me dis éventuellement c'est joli, mais il y en a beaucoup que je ne comprends pas. Il y avait deux métiers qui transmettaient le savoir à ce niveau-là, c'était les architectes et les marbriers. Et donc, les marbriers à l'époque n'étaient pas des vendeurs de pierres, ils étaient des artisans qui fabriquaient et donc qui s'adaptaient aux familles et faisaient selon le désir de la famille, mais il était aussi conseiller. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est un rôle qui a disparu. Donc à la limite, la famille dit ok, je voudrais exprimer telle filiation, oui. et le marbrier disait ah mais alors c'est ça le symbole oui. qu'il faut mettre. Deux exemples rapides. La colonne brisée qui va symboliser la tombe d'un jeune homme ou d'un homme en dessous de 40 ans. Pour la femme, comme la colonne, c'est également le sexe et l'érection. Pour la femme, on va plutôt utiliser le symbole de la tige de rose avec le sommet cassé, parce que la rose représente l'amour et le sommet cassé, c'est la brièveté de la vie. On peut avoir la même chose pour l'enfant, ça sera le lys blanc, puisque le lys symbolise par sa blancheur la virginité, et dès le moment où la fleur est cassée, on sait qu'il est mort enfant. Donc il y a des codes et que l'on retrouve en Belgique, en France, en Italie, en Espagne. Donc c'était une culture partagée, mais qui a disparu. Encore une question? Oui, moi je voudrais une interpellation plutôt. Je lui en ai parlé tout à l'heure. Y aura-t-il encore des cimetières dans quelques temps? Et que peut signifier une tombe, un cimetière et tous ces rites pour un athée? Ça n'a aucun sens. Voilà. Et je t'ai répondu, effectivement, pour l'athée lui-même, ça n'a aucun sens. Pour ses proches, ça peut en avoir. Alors, j'ai répondu. En ce qui concerne ma mère, 95 ans, nous l'avons, comment on dit, on l'a mis au téléphone entre quelques personnes de la famille, mais vraiment que les enfants. On est revenu à la maison, on a ouvert la boîte, on l'a laissée dans le jardin au pied du rosier, et depuis lors, elle est fleurie constamment. C'est un symbole. Je voudrais rebondir sur ce que monsieur vient de dire. En fait, je ne sais pas si c'est un philosophe ou un écrivain, peu importe, mais la meilleure place des morts, c'est dans le cœur des vivants. Et donc, moi je serais plutôt que pour une sépulture, je serais plutôt pour la dispersion des cendres en mer, puisque de toute façon, le souvenir restera dans le cœur de ceux qui l'ont péri. J'ajouterai simplement que nous avons la législation la plus
libre au monde avec les Hollandais, c'est que nous pouvons faire la dispersion des cendres où nous voulons dès le moment où on a l'autorisation du propriétaire. Et maintenant, il y a des gens qui Je connais au moins un libre penseur, il a donné son corps à la science et il a dit à sa femme « et je ne veux pas que le corps revienne ». Donc elle ne sait pas ce que le corps est devenu. C'est pas toujours facile. Hein. C'est peut-être plus facile quand on n'a plus de famille. Voilà, une question. Ben voilà, nous vous remercions en tout cas pour les réponses aussi aux questions. Voilà, alors la fin du temps imparti étant là, je voulais simplement terminer et vous laisser la parole, donc comme convenu si vous le souhaitez. Simplement dire qu'en cette période de Covid, en cette journée de lutte contre la pauvreté, on en a parlé aussi, après toutes ces conférences, absolument toutes teintées d'humanisme, par des intervenants spécialistes de disciplines différentes, voire très différentes, apportant chacune des éclairages fort différents. Voilà, nous sommes passés de la philosophie à l'accompagnement, à la neutralité, à l'euthanasie. On a parlé aussi du rôle des familles, du vaccin obligatoire, aux funérailles civiles, aux associations de libres penseurs. Et nous avons terminé de manière assez poétique, même très poétique, avec l'amoureux des jardins du silence. Et je voulais terminer par ces quelques paroles qui sont surtout de lui, où nous pouvons, donc ces jardins du silence, où nous pourrons tous reposer à l'ombre de notre seule conscience. Et tout ce symbolisme me fait quand même penser que la spiritualité laïque et la spiritualité athée, même si le dictionnaire Larousse nous contredit un petit peu, je crois qu'on a bien prouvé qu'elle existait par votre présence à tous. Et donc au nom de l'association ABBA, je tenais à vous remercier tous d'avoir été là et je tenais aussi à remercier l'aide technique qui a été plus que nécessaire et qui nous a permis de ne pas perdre de temps et de terminer dans les temps. Merci beaucoup.